Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, la présentation d'aujourd'hui porte sur la suite de l'anatomie du nerf facial. Nous avons vu durant la dernière présentation les repères anatomiques du nerf facial, sa configuration, sa vue exocrânienne, l'anatomie du canal facial, ainsi que les différents nucléi. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le nerf facial propre, le nerf grand pétrosal, le nerf pétrosal profond, la corde tympanique et le petit pétrosal. Je vous rappelle la configuration générale du nerf facial. Il a des branches intracrâniennes, des branches extracrâniennes. Les branches intracrâniennes, essentiellement, c'est le grand pétrosal, le nerf du stapedius et la corde tympanique. Alors que les branches extracrâniales, c'est essentiellement les nerfs qui commandent l'expression faciale. Je vous rappelle également les différents nucléus du nerf facial. Le nucléus brachiomoteur qui commande les muscles de l'expression faciale, le nucléus lacrymo-salivaire supérieur qui commande la sécrétion lacrymaire, et puis le nucléus spinal trigeminal qui reçoit des afférences de l'oreille externe. Et enfin, le nucléus solitaire qui reçoit des afférences des 2/3 antérieurs de la langue en ce qui concerne le goût. Voici la configuration des différents nucléi avant qu'ils n'aboutissent au canal auditif interne. Alors, le nucléus trigeminal spinal, le nucléus solitaire, le nucléus lacrymo-salivaire supérieur et le nucléus brachiomoteur ou nucléus propre du nerf facial propre. L'ensemble des fibres qui sont envoyées par ces nucléus, elles vont se constituer en nerf facial propre, que voici, et en nerf intermédiaire de Rysberg, que voilà. L'ensemble est accompagné par le nerf auditif vestibulo-cochléaire. Alors, nous allons commencer par le nerf facial propre. Alors, comme on a vu, le nerf facial propre, les fibres du nerf facial propre, ce sont des fibres SVE qui prennent naissance au niveau du nucléus brachiomoteur avant de pénétrer le conduit auditif interne pour être acheminées à travers le canal facial jusqu'au ganglion géniculé. Alors, ce sont ces fibres que vous voyez ici en jaune. Alors, elles transitent dans le ganglion géniculé, mais ne synapsent pas. Elles se poursuivent à l'intérieur du canal facial de façon horizontale, puis elles descendent verticalement jusqu'au foramen stylo-temporal. Alors, ces fibres brachiomotrices sont accompagnées dans leur trajet par des fibres. Ces fibres, ce sont des fibres GVA qui transportent le toucher, la douleur et la température. Donc, les fibres GVA, ce sont des fibres afférentes. Elles vont dans le sens inverse des fibres brachiomotrices. Elles vont à partir de l'oreille externe et transitent les sensations du toucher, de la température et de la douleur jusqu'au ganglion géniculé, et à ce moment-là, elles synapsent avant d'aboutir au ganglion solitaire. Pardon, avant d'aboutir au ganglion spinal trigeminal. Alors, les fibres brachiomotrices ici en jaune, quand elles amorcent leur descente de façon verticale, au niveau de la pyramide, elles envoient des branches au muscle stapedius. Alors, je vous rappelle que ce muscle, le muscle stapedius, il est attaché au pied de l'étrier.
Alors, quel est le rôle de ce muscle? Ce muscle de stapylus qui est attaché à l'étrier, son rôle, c'est d'amortir l'intensité des sons. Quand les sons sont élevés, eh ben, ce muscle se contracte et en se contractant, il amortit les sons pour qu'ils n'agressent pas les récepteurs au niveau de l'oreille interne. Ce réflexe, ça s'appelle le réflexe du stapylus. Alors, les fibres brachiomotrices, les fibres ici jaunes, elles vont aussi donner des branches pour constituer ce qu'on appelle la corde tympanique. Alors, cette corde tympanique, nous allons la voir ultérieurement. Il y a un petit chapitre qui est consacré uniquement au nerf, à la corde tympanique. Alors, la partie intracrânienne des fibres brachiomotrices, elle se termine ici au niveau du foramen stylotemporal. Alors, à partir de là, on a des branches extracrâniales et parmi ces branches extracrâniales, il y a la branche qui est destinée au muscle stapylus, il y a une branche qui est destinée au faisceau postérieur du muscle du belly, du muscle digastrique, et une autre branche qui est destinée au muscle stylo-hyoïde. Puis, les fibres brachiomotrices continuent leur trajet jusqu'au niveau de la glande parotide. À ce niveau, elles se distribuent en 5 branches. La branche temporale, la branche zygomatique, la branche buccale, la branche mandibulaire et la branche cervicale. Alors, je reviens sur un point, c'est que ces fibres SVA brachiomotrices en jaune ici, elles ne synapsent pas au niveau du ganglion géniculé. Par contre, les fibres afférentes d'accompagnement qui vont de l'oreille externe jusqu'au ganglion géniculé, qui vont se terminer au niveau du nucléus spinal trigeminal, eh bien, ces fibres-là, ces fibres GVA, elles synapsent au niveau du ganglion géniculé. Alors, il existe une signification clinique importante pour cette synapse des fibres GVA au niveau du ganglion géniculé, c'est que cette partie anatomique, c'est elle qui héberge le virus simplex de l'herpès zoster et qui va entraîner des réémiscences. Lors d'une première infestation, le virus de l'herpès du zoster se localise ici au niveau du ganglion géniculé et quand il y a des conditions favorables, ce virus, il risque de se propager et quand il se propage, il se manifeste au niveau de l'oreille externe par une éruption herpétique avec une douleur à ce niveau, une douleur importante à ce niveau, et parfois un saignement hémorragique. Alors, cet herpès, quand il est déclenché, il engendre ce qu'on appelle le syndrome. Alors, il engendre le syndrome de Ramsay-Hunt. Alors, ce syndrome de Ramsay-Hunt, il s'accompagne d'un herpès, d'une éruption herpétique au niveau de l'oreille, bien sûr, mais il s'accompagne surtout d'une paralysie faciale, une hémiparalysie faciale ipsilatérale totale. Donc, elle engendre aussi bien toute la demi-face de la partie frontale jusqu'au menton. Voilà pour ce nerf facial propre. Je vous rappelle les termes. Il prend naissance au niveau du nucléus brachiomoteur. Il ne synapse pas au niveau du ganglion géniculé. Il donne une branche pour le stapylus. Il donne la branche de la corde tympanique. Au niveau du foramen stylotemporal, il va donner des branches au digastrique et au muscle stylo-hyoïdien. Puis, il va donner les 5 branches de la face au niveau de la parotide, la branche temporale zygomatique, buccale, mandibulaire et faciale.
Il est accompagné durant son trajet par des fibres du toucher, de la température et de la douleur qui sont conduites par les fibres GVA à partir de l'oreille externe et qui synapsent au niveau du ganglion géniculé. Alors maintenant, nous abordons la corde tympanique. Voici la configuration générale de la corde tympanique. Alors, je reviens à ce schéma des différents nucléés pour comprendre la corde tympanique. Alors, la corde tympanique, c'est ici. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque deux types de fibres. On remarque des fibres efférentes qui viennent du nucléus lacrymo-salivaire supérieur. Ce sont des fibres efférentes GVE qui vont au niveau des glandes sublinguales. Et il existe en même temps dans cette corde tympanique des fibres afférentes qui vont conduire les sensations de goût des deux tiers antérieurs de la langue à travers les fibres SVA vers le nucléus solitaire. Donc, la corde tympanique elle a deux types de fibres, des fibres efférentes et des fibres afférentes. Des fibres efférentes qui proviennent du nucléus lacrymo-salivaire supérieur et des fibres afférentes qui vont des deux tiers antérieurs du goût et qui vont destiner au ganglion solitaire, au nucléus solitaire. Alors voici les deux types de fibres qui sont véhiculés au cours de la corde tympanique. Alors on voit ici en bleu des fibres efférentes qui sont destinées aux glandes submandibulaires et des fibres qu'on voit ici en rouge qui partent du deux tiers antérieur de la langue et qui vont conduire le goût à travers la corde tympanique vers le nucléus, vers les centres supérieurs du nucléus. Alors on va commencer par les fibres bleues. Les fibres bleues, ce sont des fibres parasympathiques qui proviennent du ganglion salivaire, lacrymo-salivaire supérieur et qui pénètrent au niveau du ganglion géniculé et elles ne synapsent pas au sein du ganglion géniculé. Elles suivent le canal facial jusqu'à l'embranchement de la corde tympanique et puis, alors je vous rappelle que nous sommes ici au niveau de l'oreille moyenne. Ici, c'est la paroi postérieure de l'oreille moyenne. Alors, au niveau de la paroi postérieure de l'oreille moyenne, il existe un canalicule. Alors, ce canalicule, on l'appelle le canalicule postérieur. Alors, ces fibres elles vont pénétrer par le canalicule postérieur pour transiter à l'intérieur de l'oreille moyenne et elles vont sortir à travers le canalicule antérieur. Donc ici, c'est le canalicule postérieur, ici, c'est le canalicule antérieur. Alors, les fibres de la corde tympanique, donc ces fibres bleu ciel que nous voyons ici, elles vont se prolonger à travers le nerf lingual. Alors, puis, elles vont se distribuer pour les glandes sublinguales, submandibulaires, à travers le ganglion submandibulaire pour donner la glande sublinguale et la glande submandibulaire. Voilà pour les fibres parasympathiques efférentes qui proviennent du nerf lacrymo-salivaire et qui transitent à travers la corde tympanique à destination de la glande sublinguale. Maintenant, il existe des fibres qui vont en sens inverse. Ces fibres, ce sont des fibres du nerf facial, ce sont des fibres du goût qui vont transiter à travers le nerf lingual pour pénétrer à travers le canalicule antérieur, puis traverser l'oreille moyenne, sortir au niveau de la canalicule postérieure, monter à travers le canal facial, aller transiter au niveau du ganglion géniculé. Cette fois-ci, ces fibres, elles synapsent au niveau du ganglion géniculé. Alors, les fibres du goût, des fibres qui
qui transportent les sensations du goût, elles synapsent au niveau du ganglion géniculé, alors que les fibres parasympathiques, elles ne synapsent pas au niveau du ganglion géniculé. Alors ces fibres du goût, elles se terminent au niveau du tractus solitarus. J'aimerais bien, je voudrais insister sur un point, c'est qu'au niveau du nerf lingual, en réalité, il y a 3 types de fibres qui transitent à travers le nerf lingual. Il y a les fibres parasympathiques qui sont destinées à la glande sublinguale. Il y a les fibres du goût qui transitent et qui sont destinées au tractus solitarus. Mais il y a des 3e catégories de fibres. Ce sont des fibres qui transitent à travers, qui prennent des influx du goût, de la température, de la douleur et de la sensation du toucher, de la partie des 2 tiers antérieurs de la langue, mais cette fois-ci, elles vont transiter par la branche mandibulaire du nerf du système trigeminal. Alors, j'insiste sur ce point. Au niveau de la langue, il existe 2 types de fibres afférentes, les fibres du goût qui vont transiter par le nerf lingual et qui sont destinées au tractus solitarus, mais il existe aussi des fibres de la douleur, du toucher et de la température des 2 tiers antérieurs de la langue qui transitent par la branche mandibulaire et cette fois-ci, elles vont au système trigeminal par le biais du foramen ovale. Alors, cette petite présentation ici, c'est pour montrer tout simplement qu'au niveau de la membrane tympanique, il existe une projection de la corde tympanique et cette projection de la corde tympanique, on peut la voir quand on fait un examen du tympan. C'est une empreinte qui est engendrée par la corde tympanique. Ici, c'est pour rappeler que le nerf lingual, il est traversé par 3 types de fibres. Les fibres qui amènent le test au nucléus solitaire, les fibres parasympathiques qui sont destinées aux glandes, et des fibres qui transportent le toucher, la température et la douleur des 2 tiers antérieurs de la langue, mais cette fois-ci à travers la branche mandibulaire du système trigeminal à travers le foramen ovale. Puis nous abordons le nerf grand pétrosal. Alors, pour comprendre le nerf grand pétrosal, on a besoin d'un certain nombre de repères anatomiques qui vont permettre la description du trajet du nerf grand pétrosal. Alors ici, nous sommes en présence de l'oreille moyenne et de la région temporale de l'os temporal. Alors, nous sommes ici en présence des nucléi, le nucléus salivaire supérieur, le nucléus salivaire inférieur, et puis le canal facial, la configuration Z du canal facial avec sa pénétration avec à son entrée le canal acoustique ou le canal auditif. Alors le canal facial, il aboutit au niveau du ganglion géniculé avant de dessiner sa branche horizontale, puis sa branche verticale, sa branche horizontale qui est juxtaposée à l'empreinte du canal semi-circulaire moyen dans la région pétreuse de l'os temporal. Il existe un certain nombre de foramen. Il y a le foramen lacérum, le foramen ovale et le foramen rotundum. À la base de l'oreille moyenne, il existe le foramen jugulaire. Alors, ici, l'aboutissement, c'est la fosse ptérygo-palatine. Donc, entre le foramen lacérum et la fosse ptérygo-palatine, il existe un canal, ça s'appelle le canal ptérygoïde. Alors, j'insiste sur ce point. Région pétreuse de l'os temporal,
3 foramen lacérum, foramen ovale et foramen rotundum. Entre le foramen lacérum et la fosse ptérygopalatine, il existe un canal et ce canal s'appelle le canal ptérygoïde. Alors, le nerf grand pétrosal, il prend naissance au niveau du ganglion salivaire supérieur. Donc, quand il prend naissance au niveau du ganglion salivaire, il se projette au niveau du ganglion géniculé pour suivre son trajet jusqu'au ganglion ptérygopalatin. Alors, les fibres parasympathétiques, les fibres parasympathiques du nerf grand pétrosal, elles sont accompagnées durant leur trajet par des fibres du goût. Alors, la remarque la plus importante, c'est que les fibres parasympathiques du grand pétrosal, elles ne synapsent pas au niveau du ganglion géniculé, alors que les fibres d'accompagnement du goût, elles synapsent au niveau du ganglion géniculé. Ces fibres parasympathiques qui proviennent du nucléus salivaire supérieur, elles sont destinées au foramen lacérum. Alors, au sein du foramen lacérum, il existe un certain nombre de points qu'il faut préciser. Alors, quand les fibres parasympathiques du nerf grand pétrosal arrivent au niveau du foramen lacérum, elles vont rencontrer des fibres sympathiques qui proviennent du nerf pétrosal profond, et ces fibres sympathiques et les fibres parasympathiques, toutes les deux, elles vont constituer le nerf le nerf du canal ptérygoïde. Alors ce nerf du canal ptérygoïde ou le nerf vilien, c'est un ensemble de fibres parasympathiques qui proviennent du grand pétrosal et des fibres sympathiques qui proviennent du pétrosal profond, et l'ensemble, ils vont transiter jusqu'au ganglion ptérygopalatine. Alors, à l'intérieur du ganglion ptérygopalatine, les fibres parasympathiques, elles vont synapser. Alors, quand elles synapsent, les fibres postganglionnaires du grand pétrosal, elles vont prendre une ascension en direction du nerf maxillaire pour joindre les fibres zygomatiques de la branche maxillaire et se prolonger jusqu'aux glandes lacrymales. Alors je répète ce point, les fibres du grand pétrosal, quand elles arrivent au niveau du foramen lacérum, elles vont rencontrer les fibres sympathiques du pétrosal profond. Alors le grand pétrosal et le pétrosal profond vont se rencontrer au niveau du foramen lacérum pour constituer des fibres parasympathiques et des fibres sympathiques pour constituer le nerf du canal ptérygoïde. Alors ce nerf du canal ptérygoïde ou le nerf vilien. Alors les fibres parasympathiques, elles vont synapser au niveau du ganglion ptérygopalatine, et les fibres postganglionnaires parasympathiques, elles vont suivre la branche zygomatique avec la branche maxillaire pour se conduire jusqu'au niveau de la glande lacrymale. Les fibres sympathiques, elles vont suivre le même itinéraire sans se synapser. Il n'y a pas de synapse parce qu'elles ont déjà synapsé avant. Alors maintenant, nous allons aborder le pétrosal profond. Alors pour comprendre le pétrosal profond, il est nécessaire de faire un petit rappel anatomique de l'artère carotide commune qui va se distribuer en artère carotide externe et en artère carotide interne. Alors à la jonction de cette distribution des deux, il existe ce qu'on appelle le sinus carotidien. Au niveau de la jonction C1 et C2, les fibres sympathiques
elles vont se prolonger jusqu'au ganglion cervical, jusqu'à la chaîne cervicale. Alors, au niveau du ganglion cervical supérieur, elles vont synapser. Les fibres sympathiques postsynaptiques, elles vont se prolonger pour constituer le plexus carotidien sympathique. Alors, ce plexus carotidien sympathique, il va se prolonger jusqu'au foramen lacérum. Alors, ces fibres sympathiques, ces fibres postganglionnaires sympathiques constituent au niveau du foramen lacérum le nerf pétrosal profond. Ces fibres sympathiques postganglionnaires qui constituent le nerf pétrosal profond vont donner des fibres sympathiques qui vont fusionner avec les fibres avec les fibres parasympathiques du grand pétrosal. Donc, les fibres parasympathiques du grand pétrosal et les fibres sympathiques du pétrosal profond vont se mixer, vont ensemble constituer un faisceau de fibres pour constituer le nerf, le nerf du canal ptérygoïde. Alors, ou le nerf vilien. L'ensemble des fibres, elles vont s'acheminer jusqu'au ganglion ptérygo-palatin. Ici, c'est pour rappeler que nous sommes au niveau de la fosse crânienne moyenne. Il existe le canal carotide et le foramen lacérum. Alors, le canal carotide, c'est entre C1 et C2, alors que le foramen lacérum, c'est entre C2 et C3. Au-dessus, c'est le sinus caverneux. Nous arrivons enfin au dernier volet de la présentation qui est le petit pétrosal nerve. Alors, je vous rappelle qu'il y a le grand pétrosal nerve, qu'il y a le pétrosal profond, et maintenant, c'est le petit pétrosal nerve. Alors, le petit pétrosal nerve, lui, le nerf petit pétrosal, il fait partie du nerf glossopharyngien. Il fait partie de la 9e paire crânienne. Alors, pour comprendre le petit pétrosal, il faut faire appel au nucléi du nerf glossopharyngien de la 9e paire crânienne. Alors, voici les nucléi, les différents nucléi du nerf glossopharyngien. Il en existe 4. Je vous rappelle qu'il existe 4. Le nucléus spinal trigeminal, le nucléus ambigu, le nucléus salivaire inférieur cette fois-ci et le nucléus solitaire. Alors, pour le petit pétrosal, pour le nerf petit pétrosal, ce qui nous intéresse ici, c'est ce nucléus salivaire inférieur qui va envoyer des fibres GVE destinées à la glande parotide. Alors, je vous rappelle les éléments du glossopharyngien, les 4 nucléus, les fibres de la température, de la douleur et du toucher de l'oreille externe vont au nucléus trigeminal. Les fibres de la température du toucher et de la température et de la douleur de l'oropharynx vont à travers les fibres GVA et CEA vers le nucléus solitaire. Les fibres de la motricité qui proviennent du nucléus sanguin vont vers le muscle stylo-mastoïdien. Et ce qui nous intéresse ici pour le petit pétrosal, c'est le nucléus salivaire inférieur qui va envoyer des fibres au niveau de la glande parotide. Nous allons voir le détail de ça. Alors, le petit pétrosal nerve, on a dit qu'il prend naissance au niveau du nucléus salivaire inférieur. Nous avons vu que pour le nucléus salivaire supérieur, c'est pour le grand pétrosal. Pour le petit pétrosal, c'est le nucléus salivaire inférieur. Alors, tout à l'heure, on a vu que pour le grand pétrosal, c'est le nerf facial. Maintenant, pour le petit pétrosal, c'est le nerf glossopharyngien, c'est le nucléus salivaire inférieur. Il va envoyer 2 types de fibres que nous voyons ici, qui vont transiter à travers le foramen jugulaire. Alors, dans ce foramen jugulaire, il existe 2 types de ganglions, un ganglion supérieur et un ganglion inférieur du
du glossopharyngien. Donc, à partir du ganglion inférieur du glossopharyngien, il y a des fibres qui vont transiter pour rejoindre l'oreille moyenne que voici. Alors, il existe deux types de fibres qui transitent à travers le ganglion inférieur. Des fibres parasympathiques, qu'on voyait ici en rouge, et des fibres en jaune ici pour la température, le toucher et la douleur de la région de l'oreille moyenne. Alors, le petit pétrosal nerf, où est-ce qu'il commence? Alors, avant de parler du petit pétrosal, il faut suivre d'abord les fibres qui viennent du ganglion inférieur et qui pénètrent à l'intérieur de l'oreille moyenne. Alors, ces fibres, elles transitent à travers le nerf tympanique la branche tympanique du glossopharyngien. Alors, la branche tympanique du glossopharyngien, c'est ce nerf ici, qui transite à travers le canilicule tympanique, qui est à la base, qui est au sol de l'oreille moyenne. Ici, c'est le plafond de l'oreille moyenne. Ici, c'est le parterre de l'oreille moyenne. Alors, ce parterre, il est percé par la branche tympanique du nerf glossopharyngien pour aboutir au niveau du promontoire. Alors, je vous rappelle que ici, c'est la face médiale de l'oreille moyenne. Alors, sur la face médiale de l'oreille moyenne, il existe l'empreinte du promontoire. Alors, les fibres parasympathiques qui proviennent au niveau du promontoire, elles vont constituer un plexus qu'on appelle le plexus tympanique pour se distribuer au niveau du promontoire, puis elles vont se regrouper pour quitter l'oreille moyenne et vont monter à travers le hiatus du petit pétrosal jusqu'à pénétrer la fosse crâniale moyenne. Alors, au niveau de la fosse crânienne moyenne, les fibres vont pénétrer le foramen ovale et vont se continuer jusqu'au ganglion otique. Alors, le petit pétrosal, il commence au niveau du promontoire, dans cette région bleue. Il commence ici et il se termine au niveau du ganglion otique. Les fibres qui sont ascendantes, qui vont au niveau du promontoire, qui sont ascendantes, ce n'est pas le petit pétrosal, c'est les branches tympaniques du glossopharyngien. Ici, c'est les branches tympaniques du glossopharyngien, mais à partir du promontoire, tout ce qui est rouge ici, c'est le petit pétrosal nerf qui continue jusqu'au ganglion otique. À partir du ganglion otique, les fibres post-ganglionnaires parasympathiques se continuent jusqu'à la glande parotide. Elles vont entraîner la sécrétion de cette glande. Alors, je répète les éléments du petit pétrosal nerf. Le petit pétrosal prend naissance au niveau du nucléus salivaire inférieur. Il se continue jusqu'au ganglion inférieur du glossopharyngien. Il va monter à travers le canicule tympanique en constituant la branche tympanique du glossopharyngien. Au niveau du promontoire, deux types de fibres. Les fibres parasympathiques, elles vont constituer les plexus tympaniques, et les fibres de la douleur, de la température et du toucher, elles vont s'arrêter au niveau de l'oreille moyenne. Par contre, les fibres parasympathiques, elles vont se continuer à travers le petit pétrosal en rentrant au niveau du foramen ovale pour se terminer au niveau du ganglion otique. Les fibres post-ganglionnaires parasympathiques vont se distribuer à la glande parotide. Alors, ce schéma, c'est pour récapituler, c'est un schéma récapitulatif pour désigner cette portion de nerf
s'appelle le nerf de Jacobson. La branche tympanique du glossopharyngien s'appelle le nerf de Jacobson. Et le petit pétrosal, il commence à partir du promontoire pour se finir au niveau du ganglion otique. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Vos suggestions sont toujours bienvenues. Voulez-vous cliquer le bouton like et d'adhérer à la chaîne si vous ne l'avez pas encore. Merci.